Port fight. Port fight. Roger, port fight, sir. Okay. Le Hyundai numéro 203, un porte-voiture coréen de 45 000 tonnes, s'enfonce dans un long chenal intérieur sur la côte pacifique de la Colombie. Estoy con 8. Au bout, tout au bout, il va arriver à Buenaventura, une île de quelques dizaines d'hectares sur laquelle est bâti le principal port du pays. Avec Tumaco, un autre port, plus petit et plus au sud, l'île est le seul endroit de la côte qui peut être utilisé par des navires de commerce. L'île, posée comme une fleur vénéneuse entre les rivières qui descendent de la jungle et la mer, permet aux produits de la forêt de partir et aux marchandises du monde d'arriver. Ailleurs, la côte est faite de forêts inabordables. Les rives vont défiler pendant près de 3 heures avant que le Hyundai ne touche les quais. Pour y accéder, la navigation, à l'instar de la ville, est dangereuse. La marée aujourd'hui est de plus de 4 mètres et le courant est très fort. C'est très difficile de manœuvrer un bateau dans ces conditions. Il y a 3 mois, on arrivait à un point critique de 8,8. 8,5, c'était la limite. Ça voulait dire que la marée était de 5 mètres. Il fallait naviguer avec seulement 50 cm entre le bateau et le fond de la mer. Ok, Manuel. Dale espacio adelante, estamos entrando con buen ángulo. Let's go ahead. Let's go. You went there? Vous êtes déjà venu ici? Here? No. Ici, non, jamais. Yeah, first time. C'est la première fois. You're going to stay a long Vous time? allez rester longtemps? Where? How many days? Combien de jours? Here around 2 days. Ici, 2 jours. To visit it? Vous allez visiter la ville? Depending on our Eh bien, ça dépend de mon emploi du temps, mais je ne suis pas sûr. Et non, il ne visitera pas la ville, ni lui, ni ses marins, ni la grande majorité de ceux qui font escale ici. Trop dangereux, disent la plupart des assurances. Comme Beyrouth pendant la guerre civile ou Bagdad aujourd'hui, Buenaventura est une ville pratiquement interdite, minée par la lutte des factions politiques et surtout le trafic de drogue que la police ne parvient pas à contenir. La ville, pour l'essentiel faite de ses baraques instables, est divisée en quartiers aux noms chantants, Immaculata, Hieras ou Punta del Este, qui se combattent ou s'ignorent. Les meilleurs guides, comme souvent, sont les taxis. Ce sont eux qui vont d'abord me faire découvrir cette ville extravagante. Ici, on est dans le centre de la ville. Il n'y a pas de problème dans la rue. Mais vers le haut, dans l'autre partie de la rue, là, les problèmes commencent. Il y a beaucoup de voleurs et ils volent les téléphones portables, mais c'est tout. Ici, en haut et en bas, c'est la zone des guerrilleros. Regarde, la rue est vide. Il y a juste 1 ou 2 personnes. Et là-bas en bas, c'est les paramilitaires. Les paramilitaires sont des miliciens engagés par les propriétaires fonciers pour lutter contre les guerrilleros des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ils sont peu à peu devenus autonomes et vivent aujourd'hui du trafic de drogue. Que fait l'armée? Rien. Et pourquoi? L'armée et les délinquants passent leur temps à se regarder. De toute façon, ce sont des amis. Ils font le même commerce. Moi, je suis d'Immaculata. Immaculata, c'est ton quartier. Oui, je suis d'ici. Je suis né par ici.
C'est pas dangereux pour toi par ici? Non, pour moi, non. Tu pourrais aller dans un autre quartier, par exemple à Punta del Este? À l'intérieur, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? C'est dangereux. Tiens, regarde, je suis né dans cette rue. Qu'est-ce qui se passe si tu vas à Punta del Este? Il pourrait me tuer parce que je suis d'ici, d'Immaculata. Je pourrais mourir si je rentre là-bas. Punta del Este m'a été indiqué comme l'un des quartiers les plus intéressants, mais aussi comme l'un des plus dangereux. Il est aux mains des FARC. C'est un coiffeur, un grand gaillard du nom de Papa qui m'y a fait pénétrer. Ne bouge pas la tête. La famille de Papa vit là depuis plusieurs générations, dans un fouillis de baraques construites directement sur la mer. Ses aïeux, des esclaves, ont été amenés là par les Espagnols au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est joli. Ouais. Ici, ils veulent être coupés court. C'est très commun par ici. Moi, je les laisserais bien un petit peu plus long, mais ils n'aiment pas ça. La majorité des gens ici coupent du bois, sont des coupeurs. Ici, les gens aiment l'argent facile. Mais avec l'argent vite et mal gagné, il y a des conséquences. Mieux vaut gagner sa vie à la sueur de son front. Que personne ne puisse te dire d'où vient ton argent. C'est de l'argent sale. Tu me comprends? Avec tous ces morts, la ville devient folle. Et pourtant, il y a des gens bien qui travaillent. Mais du jour au lendemain, on les tue. Il y a une situation compliquée ici. Il y a trop d'armes qui traînent. Le 21 janvier, une bombe explose dans le quartier Independencia. Anderson Kaiser, le caméraman d'une télévision locale qui se trouvait par hasard sur le lieu, filme ces images immédiatement après l'explosion. La bombe a été posée par les FARC. 4 policiers et une passante mourront. Quartier Jean 23, début février. 4 artisans qui travaillaient pour les FARC sont assassinés par les paramilitaires. Et la série infinie, presque monotone, continue. Quartier Porto Novo, mars, 2 coiffeurs qui avaient coupé les cheveux des paramilitaires sont abattus par les FARC. Et d'autres, des dizaines, des centaines. 2006, année record, près de 500 personnes ont été abattues par balles, une partie d'entre elles jetée ensuite dans les eaux du Pacifique. Depuis un an, l'armée réagit. 1100 policiers et 600 hommes de l'infanterie de marine se relaient désormais dans l'île pour tenter de maintenir l'ordre, ou en tout cas de faire en sorte que les gens qui ne sont ni terroristes ni délinquants puissent rester en vie. Les grands moyens. La navigation des bateaux, petits ou grands, est interdite pendant la nuit. Et dans la ville, les policiers patrouillent.
La situation s'améliore doucement depuis quelques mois. Ça va mieux, bien mieux, même si les risques de mort violente continuent à paralyser la ville. Toute la nuit, les policiers en tenue de combat fouillent les passants et investissent des lieux de plaisir. Ici, c'est un billard. Les rideaux sont tirés et les clients retenus à l'intérieur. Chaque joueur doit présenter sa carte d'identité et la police vérifie s'il est recherché. Les patrouilles et les fouilles sont à tel point banales que les joueurs n'interrompent pas leur partie pour répondre aux soldats. En revanche, dans la rue, 3 jeunes gens sont pris avec de la drogue sur eux. Toutes les forces, militaires comme policières, se réunissent sous le commandement d'un seul homme, le colonel Pachón. Buenaventura est un port où se retrouvent toutes les formes de délinquance. Le mélange de la délinquance de cette partie de la côte pacifique fait qu'il y a du trafic de drogue, des brigades d'autodéfense, des bandes criminelles, de la délinquance organisée, de la délinquance commune, et tous se disputent les voies d'accès qui permettent de trafiquer la drogue, la contrebande, les personnes, les produits chimiques pour la fabrication de la drogue, et cela donne une zone suprêmement difficile à contrôler. Le départ de la cocaïne ne se fait pas d'ici, c'est de plus loin, autour de la ville. Mais le commerce et les transactions, cela se fait d'ici, à Buenaventura. Des tonnes de matières chimiques ou d'ingrédients divers nécessaires à la fabrication de la cocaïne sont saisies dans les espaces maritimes entourant Buenaventura. Ils sont saisis par sacs isolés, par tonneaux ou même par bateaux entiers. Elle passe sous la responsabilité d'un major de l'infanterie de marine, le major Moreno, et la plupart du temps, ils sont brûlés. Restent les bateaux. Comme tous ces produits servent pour les laboratoires clandestins de fabrication de drogue, les bateaux qui les transportent sont saisis. Les forces armées les capturent et les mettent dans un endroit à part, sous la responsabilité de services juridiques. Si le propriétaire vient pour récupérer son bateau, on l'arrête. C'est pourquoi ils ne viennent quasiment jamais. Ils savent que leurs bateaux servaient à la production de la drogue. Allez voir là-bas, il y a près de 200 bateaux qui pourrissent, abandonnés. Au milieu des épaves, des embarcations de couleur bleue. Bleu pour mieux se confondre avec la mer. Ce sont des lanchas, des canots destinés au grand voyage, chargés de drogue, entre la Colombie et le Mexique ou les États-Unis. Les lanchas, une fois capturés, sont le plus souvent regroupés sur une presqu'île, qui, comme presque toutes les infrastructures de l'armée, sont placées à proximité de Buenaventura, mais rarement dans la ville elle-même. Ces honnêtes chalutiers aux yachts de plaisance sont en réalité des bâtiments destinés à ravitailler les trafiquants en carburant au cours du trajet. Tous ces bateaux sont ornés d'images pieuses. Les trafiquants remettent leur âme à Dieu avant d'affronter la mer, les soldats et éventuellement leurs concurrents. Le voyage est long. 2 itinéraires. Direct, un peu moins de 2000 km, et au moins une rencontre avec un autre bateau en mer pour se ravitailler en carburant. Il existe une autre route plus longue, démesurément longue, qui contourne les Galapagos, pourtant plus au sud, pour remonter ensuite sur le Mexique. Là encore, 2 ou 3 arrêts pour faire du carburant. Distance à parcourir, cette fois près de 4000 km.
Il existe quelques images de ces courses folles. Elles ont été tournées par des caméras installées sur les hélicoptères de l'armée. La Lancha, c'est cette trace blanche. Elle fonce à près de 80 km à l'heure. 2 hommes seulement à bord, 2 hommes et une dizaine de tonnes de cocaïne. Ce n'est que dans la nuit que l'embarcation de la marine réussira à l'intercepter. À droite, les trafiquants, à gauche, les soldats. Leur bateau va aller percuter la Lancha. Il s'agit de détruire les 3 moteurs hors-bord fixés sur son arrière. Leur bateau immobilisé, les 2 hommes ne font pas mine de résister. Ils se couchent et attendent. Il s'agit là d'images données par les militaires colombiens. Peut-être toutes les arrestations ne sont-elles pas aussi tranquilles. Il arrive que les fuyards choisissent de se battre. Les trafiquants ne cessent d'innover. L'année 2007 restera marquée par l'apparition de ce curieux engin aux allures de jouets en carton-pâte. C'est presque un sous-marin. Il a été construit artisanalement dans les jungles du Pacifique, tout près de Buenaventura. 4 hommes à bord, penauds, promis sûrement à des années de prison, mais heureux sans doute de s'en sortir vivants. Ce semi-submersible chargé de plusieurs tonnes de cocaïne a été arraisonné le 10 août 2007 entre les côtes de Colombie et celles des États-Unis d'Amérique. Il peut contenir de 5 à 6 tonnes de cocaïne. C'est un moteur de marque Cummins qui a la capacité de le propulser à une vitesse de 8000 à l'heure pendant près de 1000 milles. On utilise des avions avec des radars spéciaux pour les détecter. C'est plus difficile à repérer que les bateaux normaux, mais on y arrive quand même avec les patrouilles aériennes. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais cela augmente. On en a arrêté 5 cette année en Colombie. Et le port, car la drogue emprunte aussi des voies normales de navigation. Certains équipages se chargeraient de colis interdits. Mais surtout, 70 000 camions accèdent à ces quais chaque année. Et 10% d'entre eux seulement sont fouillés. Un détachement de la police anti-narcotrafic est installé dans ces murs. Ce sont ces officiers qui vont déterminer si un camion doit être vérifié ou au contraire si sa cargaison peut être embarquée sans contrôle. Jour de tâche. De la signature d'un seul homme dépend pour les trafiquants le gain ou la perte de plusieurs millions d'euros. Les marchandises suspectes sont sévèrement fouillées. Résultat, 4 tonnes de cocaïne découvertes en 2006. 4 tonnes. Mais combien sont partis sans avoir été trouvés? Temps moyen de la recherche, 2 heures. 2 heures seulement malgré la minutie des policiers. Alors pourquoi ne pas fouiller tous les camions? On manutentionne chaque jour de 200 à 250 conteneurs qui arrivent ici dans le port. Si on devait tous les fouiller, ce serait trop long pour les entreprises qui exportent. Alors on ne fouille que ceux qui sont suspects, parce qu'ils peuvent avoir été trafiqués à l'extérieur.
Le port, malgré le climat de guerre civile dans lequel survit la ville, se développe. Près de 60% des exportations de Colombie partent de ces quais. Du café, bien sûr, mais aussi de la mélasse et du sucre. Pour se prémunir des attentats, les différents employés du port sont presque militarisés. Les exercices d'alerte fréquents. Rien n'y manque. Même pas les ordres secs d'un adjudant de circonstance. Hé mon gars, allez viens ici, cours, 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 cours. Dès que le premier groupe touche la première porte, le second groupe sort. Le second groupe touche la porte, le troisième sort, etc., etc. Nous faisons des réunions par brigade. Chacune des entreprises qui travaillent sur le port forme des brigades d'autodéfense. On se réunit ici pour se motiver, pour s'entraîner. En cas de crise, on peut être immédiatement efficace. Une femme, Nancy Diaz, dirige le port. Mais malgré ses efforts, la malédiction de Buenaventura joue ici, comme ailleurs dans la ville. Un bateau a explosé près du port. Ce n'était pas directement dans le port, mais cela a touché la zone portuaire et ravagé des magasins et des entrepôts. 2 personnes, c'étaient des policiers qui se trouvaient tout près de l'endroit de la déflagration, sont mortes. Papa, le coiffeur, m'a de nouveau permis de pénétrer dans le quartier de Punta del Este. Les enfants se ruent devant la caméra. Il y en a des milliers. Mais les adultes se cachent. Papa veut me présenter sa femme et surtout me montrer son dernier-né. Il a quel âge? 27 ans. Ah, le bébé, 5 mois. Je croyais que tu me demandais mon âge. Et combien d'enfants? Oh, une main complète, 5. 5 avec 3 mamans. Avec elle, j'en ai 3. Et dans le quartier, j'en ai 2 autres dans la rue. Papa, ses femmes et ses enfants vivent donc entre le ciel et la boue sur ces baraques de pilotis. Le dénuement est extrême, sans espoir. Peu ou pas de travail. J'ai demandé à rencontrer un des chefs du quartier, un membre des FARC. Ils sont nombreux à Punta del Este. C'est l'un de leurs bastions. Finalement, un homme a accepté de me parler contre quelques milliers de pesos, 30 €. Ce n'est pas un chef, mais un homme de main. Il a prévenu qu'il refuserait de montrer son visage. Le rendez-vous a été pris dans une salle de jeu pour enfants. Plus exactement à l'arrière, plus calme et protégé des regards. Cache-toi bien, mais laisse la bouche libre. Ne la couvre pas trop, qu'on puisse t'entendre. Voilà, mets un peu la tête en arrière, c'est bien. Sois tranquille, relax. J'ai pas beaucoup de temps. Ce que veulent les FARC, c'est la libération de leurs camarades qui ont été capturés. Ils restent sur leur position. La guerre n'est pas près de cesser. Ça va mal. Eux, ils nous disent, fais ceci. Et nous, tout simplement, on le fait. Quel type de choses? Eh bien, ils nous disent, par exemple, de mettre une bombe là, ou de tuer celui-là. Et nous, on le fait. Grâce à Dieu, je suis vivant et il ne m'est rien arrivé. Je suis un bon travailleur. Il te paie? Ah oui, il me paie très bien. Tous les combien? Chaque mois. De quoi vit l'organisation? Explique-moi. L'organisation vit de la drogue et la majorité de la violence qu'il y a ici, c'est à cause de la drogue.
Il y en a toujours un qui veut plus que l'autre. Est-ce que tu as entendu parler de la señora Ingrid Betancourt? Non, je ne sais rien. Tu sais quelque chose des enlèvements? Écoute, je ne pourrais rien dire sur les enlèvements parce qu'on ne m'en a jamais demandé. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tous ces morts, tous ces jeunes? En vérité, ça ne me fait rien. Je me suis habitué Habitué à quoi? à voir les massacres, Tu as participé à ça? souvent. Tu ne ressens rien? Non, Et si tu connais la victime? moi je n'irai pas. Ils enverraient quelqu'un d'autre. Tu as perdu toute sensibilité? Non, non, la sensibilité, je l'ai toujours. J'ai toujours mon cœur. Un enterrement. Image classique d'une violence devenue institutionnelle depuis la fin des années 90, lorsque les guérilleros des FARC et les groupes paramilitaires ont commencé à s'affronter dans la ville. Les lieux de la mort sont très fréquentés, même la morgue. Quel âge avait-il cet homme? Non, elle, c'est une jeune fille. Une jeune fille. Une jeune fille? Oui, 16 ans, une jeune fille. Les inspecteurs, la police judiciaire, les employés des pompes funèbres et les autres usagers sont priés de maintenir cet endroit propre et de jeter les ordures dans les récipients prévus à cet effet. La presse, périodiquement, publie des listes de victimes. Un travailleur du port assassiné le 25 juillet a été identifié comme étant Julio César Velasco Batiloja. Âgé de 27 ans, originaire de Buenaventura, il a été attaqué avec une arme à feu par des inconnus alors qu'il se déplaçait dans les rues du quartier Kennedy. Le corps du commerçant Armodio Grueso Montano a été retrouvé avec des marques de torture et différents impacts d'armes. De temps à autre encore, les murs sont couverts d'affiches. 1500 habitants de Buenaventura assassinés ces 5 dernières années. Vous pouvez être la prochaine victime. Même la rue semble quelquefois se révolter. Tu ne tueras pas. Buenaventura nous veut en vie. En Colombie, les morts ont droit à des sérénades données par des musiciens dont c'est la profession. Il y a toujours 2 ou 3 guitaristes à la porte des cimetières. Et toujours beaucoup de monde. Les cérémonies sont comme des réceptions où les gens se retrouvent régulièrement. Sur les tombes, les visages des défunts sont souvent jeunes. La guerre civile, les rixes et les rivalités de bandes sont comme un fléau, une épidémie qui frappe toutes les familles. C'est la loi commune, comme une fatalité définitivement acceptée. Quand elle revenait du collège, elle a reçu une balle perdue. Qui était-ce pour toi? Ma fille. Les troupes de l'infanterie de marine sont cantonnées sur les îles alentours, mais chaque matin, elles investissent la ville. C'est à elles qu'échoit la surveillance du rivage et des abords des maisons qui donnent directement sur l'eau, c'est-à-dire l'essentiel des quartiers où habitent les trafiquants. Les patrouilles tentent de maintenir une sorte de blocus autour de la ville. Elles doivent empêcher l'entrée ou la sortie de marchandises illicites. 350 000 personnes vivent ici, la plupart dans ces baraques de bois, sans eau potable
et sans aucune forme d'hygiène. Notre présence gêne les trafics. On nous a tiré dessus à plusieurs reprises. On a eu des combats dans les maisons proches du centre-ville et aussi dans les marais. Mais grâce à la bonne action des troupes, on a gardé le contrôle de la zone. Chaque corps contrôle des secteurs différents. Un peu à l'écart du rivage, ce sont les gardes-côtes qui fouillent presque systématiquement toutes les embarcations. Ils cherchent des armes, de la drogue ou le matériel pour en fabriquer. ¿Dónde viene? Venimos del río, hermano, Raposo. ¿De Raposo? Sí, señor. ¿Por dónde vino? Venimos con balsa, troza. Pourquoi partez-vous? Quel est le problème? Le problème, c'est que je ne peux plus vivre à Buenaventura. J'avais 2 maisons là-bas et maintenant je suis allé vivre à la campagne. Pourquoi? Trop de plomb des 2 côtés, ma petite dame. Je pouvais pas dormir. Je suis nerveux. Je suis devenu trop vieux pour être au milieu des fusillades. Alors maintenant, je vais dans l'estuaire. J'ai un local où je peux vivre et je reste toujours là-bas. Ici, je perds le sommeil. Quand je reste ici, je suis nerveux. Comfort. Ce nom, tous les gens qui attendent en musique sur ce terre-plein au centre de Buenaventura l'ont en tête. C'est celui d'un bateau, un navire hôpital américain venu soigner la population de la ville sur la demande de l'armée colombienne. Le navire n'est pas là, il attend mouillé à une dizaine de kilomètres du port. Les malades seront d'abord auscultés ici, dans la ville, et puis, si leur cas est grave, et s'il s'avère que les hôpitaux de Buenaventura ne disposent pas du matériel nécessaire, ils iront à bord pour être opérés, ou en tout cas soignés. Vous êtes malade? Oui, une hernie. J'ai mal là. Où? Là, au ventre. J'ai mal à l'estomac. C'est une arme à feu qui vous a fait ça? Oui. Quand? Il y a 3 ans. Où? Quartier Citronnelle. Il est 10 heures et la foule attend depuis 6 heures du matin. Je vais aller en France, moi. En France. Elle veut partir avec vous en France. C'est ce qu'elle dit. Ils disent qu'ils s'occupent des gens, en fait, ils ne soignent personne. Va donc voir si tu peux filmer des gens qui ont été soignés. En fait, ils ne soignent rien. C'est injuste, car des patients vont bien pouvoir accéder au Comfort. Moins nombreux, cependant, que ce qu'espère la foule. C'est que tous les malades, et pas seulement les victimes de violences urbaines, peuvent bénéficier de la médecine de la marine américaine. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont quitter le sol. C'est presque une fête.
Mais la guerre n'est pas loin. Les forêts qui entourent Buenaventura ne sont pas sûres. Le Comfort attend loin du port en raison du manque de fonds. Son tirant d'eau est trop élevé pour le chenal d'accès à Buenaventura. C'est du moins ce que dit son commandant. Le trajet ne dure que quelques minutes. Aussitôt arrivés, les habitants de Buenaventura doivent revêtir ce masque pour éviter la contamination du bateau par la tuberculose, qui sévit, paraît-il, encore dans la ville. J'ai pu pénétrer à bord en même temps que des journalistes venus filmer la visite de Juan Manuel Santos, le numéro 2 du gouvernement d'Alvaro Uribe. Le ministre était venu remercier les marins américains de leur visite et de leur travail. Restez en groupe et après les photos, vous pourrez poser les questions que vous voudrez. S'il vous plaît. Vous connaissez la situation à Lieras, Punta del Este, Immaculata. Et ce qui se passe avec les communautés qui ne peuvent pas avoir une vie normale avec les luttes des paramilitaires et toutes les douleurs que cela engendre. On ne peut pas faire plus. Aucune autre ville que Buenaventura ne reçoit un tel soutien de la République colombienne. Non, on ne peut pas faire plus. Aucune autre ville n'a autant de policiers et de soldats de l'infanterie de marine par habitant qu'ici à Buenaventura. Mais heureusement, cela commence à avoir des résultats. La situation s'améliore de façon significative actuellement. Quelquefois, Buenaventura ressemble à une ville comme les autres, souriante et pluvieuse. C'est, paraît-il, la ville au monde où il pleut le plus souvent. Ce jour-là, papa m'a fixé un nouveau rendez-vous, mais curieusement, il n'a pas voulu que j'aille à Punta del Este, son quartier. Je le retrouve donc tout près, dans une ambiance tranquille, ou apparemment indifférente. Des travailleurs se reposent sur leur lieu de travail, tout près du rivage, tout près des quais, où arrive le bois de la jungle colombienne. Et c'est le moment qu'a choisi papa pour m'avertir du danger qui me menace. Papa, c'est dangereux pour moi d'aller à Punta del Este? Oui. Pourquoi? Ils m'ont dit que si tu revenais, ils allaient te tuer. Et pourquoi moi? Parce qu'ils ne te connaissent pas. Je leur ai expliqué que j'avais vu ton passeport, tout ça, mais ils veulent pas. C'est le chef qui veut pas. Et qui? Les guerrieros? Oui. Le chef m'a téléphoné. Je lui ai dit que j'avais l'habitude souvent des étrangers. Mais le chef pense que tu es un infiltré, que tu travailles pour la police. Je lui ai dit que non, que tu étais journaliste et que tu faisais un documentaire. Mais non, non, non. Il a rien voulu savoir. Ils veulent me tuer comment? Par balle? Oui. Balle. Je ne suis donc pas retourné à Punta del Este. Et même, je n'ai guère plus quitté le parc du centre de la ville, l'un des rares endroits où la sécurité semble à peu près assurée. C'est là qu'enfants et adultes s'amusent, en fin de semaine. Une rumeur dit même qu'ici, chaque dimanche, les tueurs font la trêve des armes. Qu'ici, les guerrilleros des FARC, les paramilitaires et les délinquants de tout poil
tous, bien qu'ennemis, se croisent sans s'affronter et que tous, ils regardent la mer. Mais cette rumeur est sans doute fausse. Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada.